Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes aujourd'hui sur le podcast L'Art de dire. Je suis moi-même Aïcha, la créatrice de ce podcast, et je serai accompagnée de mon super groupe d'amis, composé de Ryan, Maël, Oumaima et Clovis. Nous avons hâte de vous proposer cet épisode et les prochains qui seront consacrés à l'éloquence. Dans notre monde actuel, où la communication est essentielle pour se connecter avec les autres, l'éloquence est une compétence clé pour réussir dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse des affaires, de la politique, de l'enseignement ou même des relations personnelles. Sur ce podcast, nous allons explorer ce que signifie être éloquent ou éloquente, pourquoi cela est important et comment développer cette compétence. Nous allons également avoir à des moments des experts, des invités pour nous aider à mieux comprendre ce sujet passionnant. Préparez-vous à être inspiré et à découvrir des conseils pratiques pour améliorer votre éloquence et votre confiance en vous dans toutes les situations. Allez, vous êtes prêts? Prêtes? C'est parti! Bienvenue dans cet épisode consacré à l'éloquence dans le domaine universitaire. L'éloquence est un atout précieux pour tout étudiant, enseignant ou chercheur qui souhaite communiquer efficacement ses idées et arguments, que ce soit lors des présentations orales, de débats ou même dans la rédaction de documents écrits académiques. L'éloquence peut faire la différence entre une communication réussie et une communication inefficace. Dans cet épisode donc, nous allons explorer les différentes facettes de l'éloquence dans le domaine universitaire, des techniques de prise de parole en public ou stratégies de persuasion. Nous aborderons également des défis spécifiques auxquels les étudiants, les enseignants sont confrontés lorsqu'ils communiquent leurs idées dans un contexte académique, tels que la complexité surtout des concepts et la nécessité de s'adresser à un public varié. Nous espérons bien évidemment que cet épisode saura vous donner des conseils et des outils pratiques pour améliorer votre éloquence dans le domaine universitaire et vous aider à atteindre vos objectifs de communication académique. Chers artistes, et oui, vous avez bien entendu, je vous ai appelé artiste parce que dorénavant, la communauté de l'art de dire s'appellera les artistes. Tout d'abord parce que c'est tout simple, art de dire, artiste, c'est plutôt clair, mais aussi parce que nous considérons que toutes les personnes qui nous écoutent sont des artistes dans l'âme, ont des choses à dévoiler au monde et nous espérons qu'à travers ce terme, nous allons pouvoir vous motiver et vous inspirer. Donc, chers artistes, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec Oumaima. Salut Oumaima. Bonjour Aïcha, très contente d'être ici encore une fois. Ah bah, moi, je suis extrêmement contente de t'avoir aussi. En plus de t'avoir écouté dans le dernier épisode, c'était fabuleux. Oumaima, on n'est pas seul aujourd'hui. Eh oui. Nous accueillons Monsieur le professeur Frédéric Rodriguez. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, je vous remercie. Je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation pour participer à notre podcast. Ça nous fait extrêmement plaisir. À moi aussi, j'ai écouté les épisodes précédents et donc je vais essayer de me caler, d'être à la hauteur. Ah, j'en en doute pas du tout. Pour les artistes qui ne connaissent pas Frédéric, sachez que Frédéric est un professeur agrégé à l'université de Jean Jaurès, donc à Toulouse. C'est un professeur donc des mathématiques et de la modélisation des phénomènes sociaux. Est-ce que j'ai bien tout dit, Frédéric? C'est à peu près ça, plutôt de la sociologie, des méthodes quantitatives. D'accord. Bon, après on aborde les problèmes de modélisation à un niveau peut-être plus fin, mais c'est principalement des choses basiques quand même. Ça n'a pas l'air si basique, mais d'accord, Oui. on te croit. Frédéric, tu connais la signature de l'art de dire peut-être? Donc on va te demander de te présenter à la façon de l'art de dire. Nous allons avoir besoin de 3 choses. La première, ce sera une émotion qui te caractérise. La deuxième, une activité qui te représente. Et la troisième, un endroit dans lequel tu te sens bien. Donc, on te laisse la parole, Frédéric. Oui, donc comme je vous le disais, j'ai écouté les épisodes précédents et j'ai vu que vos artistes invités se sont pliés au jeu. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Et bien sûr, dans l'art de dire, on peut tordre les mots, et on a la liberté de sa réponse, j'imagine. Donc je me suis dit, comment passer cette épreuve d'abord? Donc qu'est-ce que ça signifie que ces trois thèmes?
Donc je me suis dit, ce sont peut-être les 3 dimensions de l'éloquence que vous avez choisi de questionner sans le dire, pour commencer à rentrer dans le sujet. Alors j'ai réfléchi comme ça, justement. Et je me suis dit, le thème le plus important, celui par lequel vous le finissez, le trièdre là, c'est le lieu. Qu'est-ce que le lieu ? Effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. Alors le lieu, c'est très difficile, c'est une notion qui est à la fois simple, très complexe. Pour l'aborder, pour répondre à la question, je me suis dit, le lieu, de façon simple, possède un intérieur et un extérieur. Par intérieur-extérieur, on veut dire on sait que l'on est à l'intérieur, ou on sait que l'on est à l'extérieur, on le ressent. Mais surtout, on sait que l'on passe une frontière. Mais est-ce que c'est si simple, si évident, qu'il y a une frontière à tout lieu qui délimite l'intérieur de l'extérieur ? Et est-ce que c'est une frontière complète, un peu comme dans une maison, qui est une sorte de lieu anthropologique facile à identifier, ou non, ou est-ce que les frontières ne sont qu'apparentes, locales ? Il y a une duplicité déjà dans l'idée de lieu. C'est pas simple, le lieu. On doit donc pouvoir composer entre l'intérieur et l'extérieur. Ma réponse, c'est la mienne, mais ça serait moi, c'est moi-même. Alors pas forcément le lieu idéal. Si c'est le lieu idéal, il faut répondre aux 2 premières questions. Étant entendu que l'émotion, c'est aussi un mouvement, bien sûr, au sens propre, mais que l'on subit. C'est le mouvement par rapport aux autres. Tandis que l'activité, on décrirait comme le mouvement le mien, celui d'aller vers les autres. Et donc le lieu idéal, ça serait moi, quand j'équilibre les rapports avec les autres. Et plus précisément, pour aller vers l'art, dans le domaine de la créativité du rapport, de l'innovation du rapport. Je pense que c'est la première personne qui nous explique son émotion et son lieu idéal en tant que tel. Je te laisse continuer, évidemment. Ça va. Non, ça suffit déjà. De toute façon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir par rapport à votre questionnement. Alors, je n'ai pas préparé le questionnement parce que je préfère que l'on se trompe, qu'on revienne. Non, mais bien sûr. Mais par contre, tu as oublié de nous préciser ton activité idéale. Par activité, je voulais dire aller vers l'autre. Et avec l'ambiguïté dont je parlais au début, c'est que finalement, je ne sais pas si moi-même je suis l'autre. Toute la complexité d'être un être humain avec des émotions et une conscience. C'est ça. Super. Bon, je le dis un peu comme ça en impro, mais ça mériterait d'être modélisé, justement, écrit. On peut le faire. Mais bon, ça serait pénible. Super. Merci Frédéric. Oumaima, tu vas aussi interagir avec nous par rapport à cette question de l'éloquence dans le domaine universitaire. Tu vas représenter aujourd'hui, tu as une lourde responsabilité, Oumaima. Tu représenteras tous les étudiants et étudiantes qui ont été à l'université. Non, je rigole. Évidemment, on ne pourra pas généraliser, mais on a hâte d'avoir ton point de vue aussi en tant qu'ex-étudiante de l'université, d'ailleurs en Tunisie et en France. Je pense qu'il y aura peut-être des contradictions, des divergences d'opinions que tu pourras nous faire voir. Oui, j'ai beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'expériences. Mon cursus, il a été très amusant, je dirais. Donc, j'ai fait pas mal de choses et j'ai hâte de vous raconter tout ça. Si vous le voulez bien, donc, Oumaima et Frédéric, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ma première question pour vous, quelle est la place de l'éloquence dans le domaine universitaire ? Frédéric, je veux bien commencer par toi. Alors c'est une question redoutable. On peut mieux y répondre maintenant qu'il y a quelques années, je dirais, parce qu'il y a quelques années, moi j'avais croisé des chercheurs qui pensaient révolutionner l'enseignement avec, par exemple, les MOOC. Vous connaissez les formations en ligne. Les formations en ligne, les Massive Open Online Course. Cette façon peut-être économique de diffuser de l'enseignement à vaste échelle. Or, on s'est rendu compte, en passant par la Covid, et tout l'enseignement à distance, comme on dit, maintenant que finalement, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas remplacer le contact, le fait que l'on soit là. On dit en présentiel, c'est affreux, ce qualificatif. L'éloquence a un rapport avec ça. On est ensemble. Ce n'est pas simplement l'enregistrement de quelqu'un d'éloquent qui suffit. Il faut qu'il y ait quelque chose d'incarné et qu'il y ait une présence. Ça commence comme ça, à mon avis. C'est indispensable. Donc il faut qu'il y ait un groupe, et une discussion dans ce groupe. Et l'éloquence, elle a un rapport avec ça. Alors bien sûr, il va falloir parler. Il faut parler, mais il faut que cette parole soit supportée par un corps et qu'il y ait des corps qui écoutent. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois et c'est pour ça que je pense que c'est très important. Très, très important. Je suis complètement d'accord avec Frédéric sur ce point-là parce que
Moi, je pense que l'éloquence des professeurs, elle est perçue d'une façon très spéciale par les étudiants. Je m'explique. Quand, au tout début, on a le tout premier contact avec un professeur, je pense que son éloquence, sa présence, elle est très importante. C'est limite comme une première impression. La façon dont la personne, elle va se présenter, comment elle va présenter le sujet, enfin de la leçon qu'on va traiter, mais aussi comment les étudiants vont voir ça. Ça a un caractère très humain, finalement. Je trouve que le fait d'avoir des cours en présentiel, entre guillemets, ça nous montre beaucoup de choses par rapport à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Il y a aussi la présence des étudiants, la présence du prof, comment lui, il commence à présenter son cours. Effectivement, c'est un point qui est primordial. Ça me fait penser vraiment à un professeur que j'ai pu avoir à l'université et je pense que ça devait être l'un des rares professeurs qui, la première fois qu'on l'a vu, est passé par l'arrière de l'amphi en faisant des blagues. En plus, il était légèrement en retard, donc on n'était pas sûr que c'était un professeur, mais à partir du moment où il a commencé à parler, il avait une canne à la main, un petit nœud papillon. C'était excellent, il a tout de suite captivé notre attention. On était vraiment très impressionnés parce que souvent, les professeurs, ils arrivent à l'heure, ils sont formels, ils parlent assez doucement et ils commencent le cours très rapidement en allant sur la partie théorique. Et là, c'était un professeur qui nous montrait qu'il était différent et qu'il avait réussi à captiver notre attention et sur un sujet assez complexe, on va dire, c'était du droit administratif. C'était super intéressant et pour moi, c'était la définition même de l'éloquence. Il avait réussi à captiver notre attention. Oui, mais après, il y a aussi des différences entre les disciplines. Parce qu'il y a des disciplines que l'on ne peut pratiquer qu'en pratiquant, enfin, en répétant. C'est-à-dire beaucoup d'exercices. La musique, par exemple, mais les mathématiques, la physique. Il y a beaucoup de préalables que l'on doit acquérir. Donc ça nécessite de la part de l'étudiant ou de l'élève de se soumettre. C'est-à-dire il faut parfois accepter sans comprendre. Dans les sciences humaines, c'est pas tout à fait pareil. Il y a la part de la compréhension est très très forte. Les étudiants ne sont pas les mêmes non plus, parce que pour moi qui ai la chance d'enseigner en sociologie par exemple, j'ai des étudiants, des étudiantes qui sont plutôt engagés. Ces étudiants sont en sciences humaines, et ce n'est pas un hasard. Cette part-là, c'est une part qui va permettre l'interaction, beaucoup plus que dans un cours de physique, par exemple, ou de chimie. Ça n'a rien à voir. Sur le droit administratif, c'est entre les deux. Parce qu'il y a des choses à comprendre. Ce n'est pas qu'un catalogue de règles, comme en mathématiques. C'est plus Non, subtil. il y a quand même de la compréhension et de la logique à avoir. C'est très intriguant ce que tu dis. Est-ce que tu considérerais donc qu'il y a certaines matières et donc certains enseignements qui ne s'y prêteraient pas à l'éloquence? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc en professeur de mathématiques, par exemple, ou de physique, donc tu avais pris l'exemple de la physique, est-ce qu'on pourrait considérer que souvent ils n'ont pas besoin d'être éloquents? Alors, pour la physique, parfois il y a des choses à expliquer, mais en mathématiques aussi il y a des choses à expliquer, mais ce qui va primer, ça va être la clarté de l'exposé. C'est la logique elle-même. Et donc le bon pédagogue va être celui qui illustre proprement ce qu'il faut apprendre. Et comment il faut l'apprendre, oui, un peu, mais c'est ça. En sciences humaines, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir, parce que tout simplement, l'objectivité n'est pas la même. On peut se mettre d'accord sur des modes de description. Il va y avoir immédiatement une pluralité d'explications possibles, de compréhensions possibles. Il faut pouvoir l'annoncer et le montrer. On est dans le rapport. Parce que les étudiants, ben oui, les étudiants eux-mêmes sont dans des schémas d'interprétation différents. Donc il faut aussi respecter ça et jouer, leur expliquer que c'est leur point de vue, s'ils en ont un, qu'il y en a d'autres, qui sont concurrents. Et que la scientificité, à ce moment-là, c'est d'énoncer son point de vue. Ce n'est pas d'avoir raison, c'est pas comme en mathématiques. Là, l'éloquence va devenir ce qui va permettre de toucher, de sensibiliser à cette façon d'être. Il y a quelque chose de très important que tu as soulevé, c'est quand tu as dit que l'éloquence, c'est aussi d'être un bon pédagogue. Évidemment, en fonction de certaines matières, et je pense qu'on y reviendra par rapport à la pédagogie, mais juste avant, Oumaima, j'ai aussi envie de savoir, de ton point de vue, est-ce que tu penses que pour un étudiant, un élève,
c'est important d'avoir un professeur éloquent. Oui, totalement. Moi, je pense que les professeurs qui m'ont le plus marqué, c'est les professeurs qui avaient cette facilité à faire passer l'information, cette aisance, donc quand on est en classe ou dans un amphi, mais aussi cette éloquence qui fait en sorte que on attire l'attention et on arrive à garder les étudiants avec le professeur pour arriver jusqu'au bout de l'idée. Oui, c'est ça. Alors peut-être qu'un jour, vous inviterez un artiste, acteur de théâtre. Ça serait intéressant pour voir comment un professionnel de la diction peut parler de l'éloquence. Mais pourquoi je dis ça? Parce que parfois, il faut faire du théâtre en cours. Il y a des moments on voit bien que la salle s'assoupit pendant la digestion, suivant le climat. Mais oui, non, c'est ça, il fait chaud à 14h l'été, au début de l'été. Là, il faut parfois faire du théâtre, faire le coup de ton professeur, passer par là, renverser la table. Oui, ça, c'est indispensable. Indispensable. J'avais un professeur à 9h du matin, une fois en plein hiver, donc déjà l'amphi n'était pas complet. Il est venu avec une guitare. Donc c'était un professeur de droit pénal, on s'y attendait pas du tout. Et là, c'est vrai que tout le monde se disait on va tous y aller à son cours parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il va nous ressortir une petite musique, un petit chant, quelque chose. L'art du théâtre, l'art d'improviser. Tout à fait, oui. J'ai aussi une petite anecdote d'un des profs que j'ai beaucoup apprécié pendant mon cursus universitaire. C'était un prof, quand il nous expliquait les choses, il avait une sorte d'humour. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Je me disais tout le temps, en fait, c'est comme un acteur, ce professeur-là. C'est une façon différente de donner un cours. C'est captivant, c'est attirant, c'est inspirant aussi. Je pense que là-dessus, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que l'éloquence a énormément d'impact, mais surtout, on retrouve souvent les mêmes éléments. Donc là, tu parles de captiver l'attention, l'attirance, l'improvisation. C'est des petits éléments qui se rajoutent à un discours qui pourrait être totalement monotone ou inintéressant des fois. Oui, mais pour rebondir sur ce que dit Umaima, parfois on a envie de faire une blague, de changer un peu l'atmosphère trop académique avec un peu d'humour. Mais c'est devenu difficile de faire des blagues parce que l'humour, parfois, c'est quand même, de façon basique, un truc qui tombe sur la tête. Oui. Ça fait rire. Oui, Mais oui, c'est le basique de l'humour, c'est le pot de fleurs qui tombe sur le passant. Ça fait rire tout le monde, ou la chute. Maintenant, on est dans un climat où il faut faire attention à ça. Parce qu'on peut blesser beaucoup plus qu'avant. Donc il y a quelque chose qui a changé. Certaines peuvent se sentir heurtées par ce qui va faire rire les autres. Totalement. Avec une blague qui va devenir une blague de mauvais goût. Oui. Donc moi, je fais très attention maintenant, justement, parce que, surtout en sciences humaines, en sociologie, moi j'ai 63 ans, et donc quand j'étais étudiant, il y a longtemps, on n'était pas du tout comme ça. On était en fait plus normé socialement. Donc on n'osait pas afficher des particularités identitaires, tout simplement. C'était plus cadré. Cadré, c'est pas un jugement de valeur. Alors que maintenant, c'est pas ça du tout. Il y a beaucoup d'hétérogénéité, de polymorphisme, et donc les sensibilités ne sont pas les mêmes. Et donc il faut faire attention. Et donc moi, avec mon esprit d'autrefois, je peux sans m'en rendre compte blesser quelqu'un. Donc des fois, je préfère m'auto-censurer. C'est un terme à la mode. Hein. Bien sûr, auto-censurer, ça ne veut pas dire que je ne parle pas de mes valeurs en ayant peur. Ça veut dire que je fais attention à ce qui peut être de l'ordre de ma représentation, qui peut être drôle pour moi, qui va ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Voilà, le problème, il est un peu là aussi. Donc quand j'essaie de faire de l'humour, j'essaie de le faire de façon neutre. Oui. Qui est plutôt de l'ordre de la rupture. C'est très important ce que Frédéric est en train de dire là, parce que on voit clairement qu'on s'adapte à son public et que c'est très important. C'est important aussi de prendre en compte la génération qui est en face. Certaines personnes, que ce soit de ta génération ou de la nôtre, ne sont pas conscientes de ça, qu'aujourd'hui on a des sensibilités différentes, qu'on va réagir différemment en fonction de la problématique, en fonction des questions. On vient des horizons différents, donc c'est totalement normal. Et le fait que tu le soulignes, j'espère que ça fera prendre conscience à d'autres personnes. Pour moi, ça rentre aussi dans l'éloquence indirectement. On va pas toujours parler d'éloquence, mais le silence en fait également partie. Oui, d'ailleurs, c'est l'expression « c'est éloquent ». Quand il y a du silence, ça veut dire ça. On a parlé de pédagogie, on a parlé d'être un bon pédagogue tout à l'heure. Et j'ai envie de te poser la question suivante. Est-ce que pendant ces 40 ans d'années d'expérience, est-ce que tu as rencontré des difficultés pour enseigner, pour transmettre tes enseignements? Oui, mais ces difficultés, je les ai éprouvées
Récemment, en fait. Alors peut-être comme le charbonnier rempli de foi, je ne me suis pas rendu compte des difficultés que j'avais avant. C'était graduel peut-être. Effectivement, plus l'expérience augmente et plus on s'en rend compte. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont assez objectives. Bon, des difficultés, on en éprouve, mais ce ne sont pas des difficultés essentielles. Parce que, bon, le métier que j'exerce, je l'ai choisi. D'une certaine façon, je fais tout le temps face. Et je résous les situations. Il ne m'est jamais arrivé d'avoir des remords, de me dire, là, ça a foiré. Non. Quand il y a quelque chose qui se passe, quand je sens une difficulté dans la compréhension, parce que ce que je dis est mal calibré, pas adapté, ça peut arriver, mais rarement, je rectifie à chaud. Donc c'est pas ça. Donc les difficultés que j'ai éprouvées, c'est récemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est pendant la Covid, avec les cours en visio. Et là j'ai eu des grosses difficultés. Alors peut-être que je ne suis pas prêt, je ne sais pas faire le cours en visio, c'est peut-être ça aussi. Alors je me suis équipé, j'ai une palette graphique, j'ai tout un tas, je l'ai immédiatement, je dessine aussi, donc j'avais envie de faire du dessin en palette. Donc j'en ai profité, en fait, je me suis acheté une très belle palette, et je fais les cours à la palette. Je partage l'écran de la palette. Mais ça suffit pas, donc moi j'ai essayé en fait de faire ce que je fais en cours, c'est-à-dire moi j'utilise le minimum de présentation, parce que je pense qu'il faut écrire au tableau. Il faut être actif, il faut montrer, même en répétant, on invente le cours, parce qu'on l'écrit, parce qu'on le dit avec sa voix, son écriture. On se trompe aussi, on commet des erreurs. En écrivant, sans copier, en impro, parce que moi j'ai jamais de notes, jamais. Donc même pas la trame, j'envoie. Et donc je me trompe. J'ai essayé de faire ça en visio, et ça ne marche pas. Comment t'as réussi à le faire en visio, si t'as l'habitude d'écrire sur le tableau? Mais j'écris sur la palette. Tu apprends très vite, il n'y a pas de problème. C'est un peu plus fluide, ça accroche moins que sur un tableau ou sur une feuille. Tu peux le régler, puis tu t'habitues. Ça, c'est pas un problème, pas du tout. Tu as plus de couleurs, tu peux faire des incrustes, tu peux faire ce que tu veux. En fait, ça peut être mieux même. Mais, je vois bien le résultat. Je peux avoir 30, 40, 50 étudiants connectés. Déjà, ils ne mettent pas leur caméra visio. Et ils ne parlent pas. Même en les interpellant, ça ne marche pas. Donc là, c'est un échec. C'est une difficulté. Et j'avoue que, sauf cas rare, donc c'est-à-dire, par exemple, dans les 4e, 5e années, okay, où là, on a des petites classes d'étudiants sélectionnés à qui je peux parler directement, je leur dis, bon, vous mettez la caméra, vous parlez, point. C'est un peu directif, mais ils jouent le jeu, ils sont là pour ça. Bien Sur sûr. Les classes des premières années, ça ne marche pas. Même en disant alors gentiment, mais pourquoi vous ne parlez pas? Et quand vous avez rebasculé en présentiel, est-ce que ces mêmes étudiants qui ne répondaient pas sont présents en amphi? Je fais peu d'amphi, j'aime pas tellement faire les amphis, justement, parce que c'est impersonnel. Mais en salle, donc oui, en groupe de 30, ça peut être 40, ils sont là et ils participent, ça change tout, immédiatement. La même classe, parce qu'on en fait des cours, parfois, s'il y a un mouvement, un blocage, une grève des trains, hop, on bascule maintenant immédiatement en visio, mais ça recommence. C'est-à-dire, ils sont pas là. Donc le désengagement des étudiants n'a rien à voir avec l'éloquence du professeur. Oui, parce que vraiment... et même j'essaie d'augmenter ma capacité, mes astuces, mon éloquence, mes anecdotes, je l'augmente en visio. Ça ne marche pas. En fait, voilà, c'est une interrogation pour moi, parce que ça m'intéresse, bien sûr, j'aimerais bien faire des cours comme ça, aussi, pour toucher des publics plus éloignés. Si on peut voir, il vaut mieux voir, mais si on ne peut pas, comment être efficace? Voilà, ça c'est une difficulté, que malgré mon expérience, j'ai de l'expérience, 40 ans d'expérience, tu l'as rappelé, mais je ne sais pas la surmonter. C'est vrai que Ryan et moi, Ryan qui fait aussi partie de l'équipe, nous sommes tous les deux dans une association, donc de Toastmasters, j'en avais parlé au tout début, une association de prise de parole en public. Pendant toute la période liée à la crise sanitaire, on avait basculé au Zoom, aux réunions en Zoom, et on devait être à l'époque entre 20 et 30 personnes de membres réguliers. Au bout de 6 mois, on avait déjà perdu plus de la moitié. Ça a duré un certain temps parce que comme pour tout, c'était récent, c'était tout nouveau, tout le monde basculait en télétravail, c'était un mode de vie un peu hybride, mais au bout de 6 mois, il n'y avait plus personne et encore aujourd'hui, les membres sont traumatisés à l'idée de faire des réunions en Zoom parce que quand il faut faire des improvisations et que derrière, tu ne vois personne qui a mis sa caméra, tu fais une improvisation pour toi, seul, chez toi, devant un écran, ça perd tout son intérêt. En tout cas, pour la prise de parole en public, ça perd tout son intérêt. Et je peux totalement comprendre que tes étudiants soient un peu moins investis quand c'est en
en distance. Oumaima, qu'est-ce que tu en penses? Vu le métier que je fais beaucoup de réunions en distanciel, par Teams, je fais beaucoup de présentations aussi, et je trouve que pour communiquer bien avec mon équipe et pour les garder jusqu'à la fin de la réunion, c'est important des fois d'utiliser des outils ludiques, des outils collaboratifs, parce que c'est comme ça que je peux interagir avec les membres de l'équipe. Ça m'arrive des fois de poser une question et un blanc. Et il y a beaucoup de gens, je trouve aussi, qui ont peur de ce blanc-là. Alors que moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Il faut des fois aussi laisser un peu de temps aux gens pour réfléchir, essayer de peaufiner un peu l'idée qu'ils ont en tête. Et après, effectivement, après quelques secondes, ils arrivent à participer, à me dire ce qu'ils pensent d'un certain sujet. Première astuce, je dirais les outils collaboratifs. Quels sont ces outils collaboratifs? Je suis désolée, je te coupe dans ton élan. Oui. Est-ce que tu as des exemples d'outils? Oui, il y a tous les outils de whiteboard, comme j'ai donné le nom de l'outil Miro, c'est-à-dire qu'on peut tous se connecter dessus et on peut rajouter des tickets, rajouter des textes, des images, on peut voter sur une idée tous ensemble. Donc ça aide à interagir en fait. Deuxième astuce, je disais qu'il faut laisser aussi le temps aux gens pour pouvoir réfléchir à la question posée et répondre. Je me demande si les professeurs ont le temps de prendre le temps, en gros, avec les étudiants. Si, on a le temps, en fait. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. L'enseignement a beaucoup changé dans les 50 dernières années. À l'université, à l'école, c'est différent, parce que tout simplement, les élèves sont mineurs, donc il y a une responsabilité particulière, et il y a une nécessité d'encadrement, ne serait-ce que par la structure physique de l'école, les appels, etc., etc. Donc il y a un contrôle nécessaire. Autrefois, l'université n'était pas pensée comme ça. Il y avait une rupture entre les études d'un mineur et les études d'un adulte. L'étudiant est un jeune adulte. Et donc, normalement, enseigner à des adultes, c'est comprendre que c'est un adulte et il y a quelque chose de moins coercitif. Il ne devrait pas y avoir d'appel. Il y a des enseignants qui font l'appel à l'université. Moi, je ne le comprends pas, je le refuse. Moi, je suis contre la sélection à l'entrée, le contrôle pendant... Et à la limite même, je pense qu'un jour, on supprimera les examens de sortie. Sélection à l'entrée, contrôle pendant et validation à la sortie des études, ça c'est un vieux schéma. Alors c'est un schéma qui est indispensable dans certains métiers. Le pilote d'avion, le chirurgien, lui, il doit savoir faire ce qu'il va faire. Ça c'est indispensable. Mais dans plein d'autres domaines, et peut-être celui de la connaissance, celui de la culture, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour répondre à la question d'Aïcha sur est-ce qu'on a le temps, si on prend moins les étudiants par la main, c'est-à-dire si on se considère un peu moins comme pédagogue, mais au sens où on devrait accompagner, tracer l'acquisition du savoir, eh bien à ce moment-là, on responsabilise l'étudiant, l'étudiante, en donnant des directions, du travail à faire. Évidemment, il va falloir le faire, ça va être une autre histoire. Le cours est un moment d'échange, un moment d'interaction, de discussion. Et là, ça marche. Et là, c'est plus une question de temps. C'est une question qualitative, d'auto-validation d'une certaine façon. Moi, je voulais revenir sur le sujet des difficultés pour enseigner. J'ai eu une prof qui est doctorante et ça se voyait que pendant le cours que j'ai eu avec elle, c'était son tout premier cours et on a vu le trac. Elle avait aussi la barrière de la langue, un peu. Elle était hésitante, elle avait quelques doutes. Et c'était très intéressant à voir parce que moi, en tant qu'étudiant, c'était la première fois où je vois que le prof, il a fait un exercice de prise de parole en public et c'était difficile pour elle en fait. Les étudiants, ils n'étaient pas du tout indulgents. Les étudiants attendent à ce que le ou la professeure soit éloquent, sache son sujet et arrive à le dire avec beaucoup de confiance. Dès le début, oui. Donc moi, de mon côté, ce que j'ai essayé de faire avec elle, c'était essayer de participer, de lui montrer que même si c'est difficile, il y a quand même des gens qui essayent de suivre ce qu'elle est en train de nous expliquer. Mais c'est vrai que ça peut être un exercice difficile, même pour les profs. Je ne sais pas, Frédéric, tu nous le diras peut-être. Est-ce que les enseignants, chercheurs, avant de le devenir, vous apprenez à parler en public, vous apprenez à savoir enseigner un sujet? Pas du tout à mon époque. Maintenant, un peu plus, mais non. Je dirais que c'est impossible, puisque tant qu'on pense l'enseignement dans une sorte de dualité où il y a un maître et des élèves, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre? La posture du maître.
Mais ça ne marchera jamais. On Pas à apprend l'université. à corriger, en fait. Mais même à l'université. Non, mais surtout à l'université. Mais moi, je suis sûr que c'est surtout pas ça qu'il faut faire, et Ouais. même à l'école. Même à l'école. Encore une fois, il faut on a la responsabilité des enfants quand on enseigne à l'école, mais ça ne nous oblige pas à être dans un rapport de répression. Or, c'est souvent ça. Ça change un peu aujourd'hui, par contre. Mais je ne crois pas. Parce que justement, c'est une très bonne question par rapport à l'évolution de l'enseignement. Toi qui enseignes depuis 40 ans, tu as vu d'autres professeurs fonctionner d'une certaine façon, et peut-être même toi. Quelle est la chose qui a changé chez toi pendant ces 40 ans? Ben, il y a 40 ans, on fumait en cours. Ok, c'est une bonne chose que ça ne soit plus le cas, je pense. Oui, mais enfin, c'est une bonne chose, oui, mais attention, faut pas tomber dans l'hygiénisme. Il faut faire attention quand même à penser que l'on gagne en liberté, en qualité d'hygiène, de vie, parce que on s'interdit de faire telle ou telle chose. Parce qu'encore une fois, il faut regarder si c'est l'aspect répressif qui prend, et on gagne rien. Ce qu'il faut, c'est gagner en liberté. Et en qualité aussi. Mais forcément, quand on gagne en liberté, je pense qu'on gagne en qualité. Enfin, j'imagine la liberté comme le travail collectif. Pas le rapport de force où le plus fort impose sa règle au plus faible. Donc tu disais qu'aujourd'hui, tu penses pas que ce soit vraiment différent par rapport à ça, par rapport à la répression? Ce qui est différent, c'est que les moyens ne sont plus là. On n'est pas presque au niveau de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens. On manque d'enseignants. On manque de moyens d'accueil, de salles. Ah oui. On a des salaires qui sont faibles par rapport aux salaires des enseignants à notre niveau dans les autres pays d'Europe. Voilà, ça a changé. C'est très très clair. Le niveau de vie, les moyens ont baissé. Alors c'est relatif parce que le nombre des étudiants a énormément augmenté, bien évidemment. Ce qui est lié à la situation économique. Si l'université c'est une sorte de sas, de réservoir, de variables d'ajustement pour éviter les révoltes par rapport au travail qui manque, à ce moment-là il faut donner les moyens. Pourquoi pas? C'est bien d'instruire plutôt que d'aliéner dans le travail, pour prendre un vocabulaire un peu marxisant et pour caricaturer, mais pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut les moyens. Je pense qu'une société où la jeunesse est instruite, c'est prometteur, bien sûr, mais à ce moment-là, il faut donner les moyens. Et par rapport à la pédagogie en soi, mis à part les moyens, est-ce qu'il y a autre chose qui a évolué de façon flagrante? Oui, il y a des choses qui ont évolué. Peut-être que dans la génération un peu avant, la mienne encore, l'aspect, pour revenir à l'éloquence, l'aspect formel, l'aspect rhétorique, était présent, mais peut-être un peu trop. Les révoltes des années, fin des années 60, début des années 70, justement, ont combattu ces carcans dogmatiques, où la forme prévalait sur le contenu. Si on n'avait pas la bonne rhétorique, la bonne dialectique, il était impossible d'accéder à quoi que ce soit, à travers une lutte. Ça a changé. Ça a changé peut-être en tombant dans un excès qui n'apporte rien. C'est celui où tout le monde est Picasso, tout le monde est Molière, non. Même s'il faut, en tout cas moi c'est ce que je fais, par exemple dans les premières années, je dis aux étudiants, parce que pour moi ce qui est important c'est qu'ils écrivent. Je leur dis vous commettez des fautes, je ne les sanctionnerai pas. Je ne sanctionne pas les fautes d'orthographe, les fautes de français. Vous écrivez, mais par contre ne faites pas du copier-coller. Vous écrivez comme si c'est le contenu qui va primer. Il faut rentrer dans cette histoire. Mais rentrer, ça veut dire commencer à progresser, puisqu'il faudra que dans 2 ans, 3 ans, vous écriviez proprement. Et on peut. En rentrant dans les premières années de l'université, en faisant des fautes quasiment à tous les mots, au bout de 3 ans, ceux qui lisent, ceux qui écrivent, ceux qui font l'effort de parler, eh bien ça juste, c'est incroyable. C'est de l'entraînement. Mais ce n'est qu'un entraînement, et puis ça montre que c'est possible. On peut apprendre une langue, la sienne, très peu de temps. Là, ok. L'envie est déterminante. Mais après, il faut travailler. Oumaima, de ton point de vue, est-ce que, par rapport à ce que Frédéric dit, est-ce que toi, tu as vu un changement pendant tes années d'études de la part des professeurs et des enseignants? J'ai vu un changement entre le comportement des profs envers nous, les étudiants, enfin, la différence plutôt entre le lycée et l'université, ça c'est sûr, mais sinon, je ne pense pas avoir vu une grande différence entre mes toutes premières années d'études et le master. Après, c'est vrai que pendant la licence, on est plus amené à faire des exercices, à travailler sur des séries, à faire beaucoup de TD, alors que pendant le master, on est plus dans cette optique de faire des présentations, des exposés, présenter devant la classe, présenter devant l'amphi des fois même. J'aime beaucoup cette façon de faire les choses. Le fait de
faire des recherches, préparer un exposé, le présenter oralement devant les autres. C'est un exercice qui est très intéressant, très enrichissant aussi. Le fait d'avoir eu une double culture, j'ai envie de dire, par rapport à tes études, ta licence, si je comprends bien, en Tunisie et ton master en France, est-ce qu'il y a eu là peut-être une différence ou pas du tout? L'enseignement est partout pareil dans le monde entier et universel. Alors c'est une question très intéressante. Il faut savoir que le système universitaire tunisien et français, les deux se rapprochent beaucoup. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Je pense que le système tunisien, il est inspiré du système français. En ce qui concerne les profs, les cours, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a une différence entre les étudiants. Donc au début, quand j'ai commencé mon master, j'ai remarqué que les étudiants ne participent pas beaucoup. Alors que chez moi, les étudiants, ils participent tout le temps. Dès que tu as une question, tu as quelque chose à dire, tu lèves la main et tu le dis directement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc moi, j'ai continué pareil, je participais tout le temps et je trouve que ça crée une relation avec les profs. Tu te sens écouté par le prof. C'est plutôt une discussion, c'est pas un monologue, c'est pas un cours que le prof vient et donne ça et puis c'est tout. Ça m'a beaucoup aidée parce que plus je donnais mon avis, plus j'avais de la confiance en moi-même. Les informations restaient plus longtemps dans ma tête et je me disais, ah oui, en fait, moi aussi j'ai un avis qui est important. Moi aussi j'ai mon opinion sur certains sujets. Et donc c'est comme ça qu'on arrive ensemble, collectivement, en plus de l'intelligence collective, à créer un cours ensemble, à avancer tous ensemble. C'est effectivement très intéressant ce que tu dis et ça me fait penser vraiment à la peur du ridicule qui existe en France. C'est totalement stigmatisant si tu poses une question et que d'autres personnes estiment que ah là là mais le prof il venait de répondre à cette question ou ah là là t'es peut-être un peu trop bête, c'est pour ça que tu poses cette question. Et ce qui fait que quand tu es en première année ou même en master, je pense, on a peur de poser des questions, on a peur de faire des erreurs. Dans certains cours, malheureusement, ce n'est pas plus banalisé que ça. Des fois, on n'a pas une relation de confiance avec le ou la professeure qui est en face de nous, ce qui fait qu'on n'est pas suffisamment à l'aise pour poser des questions et pour interagir avec certains professeurs. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric, mais l'interaction des fois et la confiance, la relation de confiance entre le ou la professeure et les étudiants n'existe peut-être pas. Si, c'est exactement ça. Si on revient à l'exemple que tu as donné à Yesha au début de ton enseignant qui rend, encore une fois, on le reprend toujours comme objet favori là, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il créait une ambiguïté qui n'était pas négative de position. Voilà, il ne créait pas une frontière imperméable entre le maître et l'élève. C'est ça qui est le plus négatif dans cette relation. Il faut qu'il y ait, bien sûr, des rapports de confiance basée sur aussi l'autorité de celui qui dit quelque chose. Il le dit parce que c'est vrai, j'exagère, il n'y a pas de vérité, mais c'est ce que ça signifie, c'est ce qui va permettre l'acceptation. Mais il faut aussi oser, il faut pouvoir discuter avec l'enseignant. Donc c'est ça, cette possibilité d'inversion, elle est extrêmement importante. C'est pour ça que le lieu d'où l'on parle, ce n'est pas un lieu comme un lieu entouré de barbelés. Et qui même, quand bien même aurait-il des portes, c'est même pas ça. Il faut pouvoir l'inverser. Il faut pouvoir être à l'endroit et à l'envers en même temps. Il faut pouvoir intervertir les rôles. La confiance, elle est là. Quand l'étudiant se sent autorisé à parler, s'il échange, c'est gagné. Là, il y a de l'éloquence, c'est-à-dire il faut transmettre cette possibilité. Ça fait partie de l'éloquence, à mon avis. Mais par contre, quand tu utilises le terme autorité, je ne sais pas si je suis vraiment d'accord. Pour moi, il ne devrait pas y avoir cette posture d'autorité, en tout cas plus aujourd'hui, mais il devrait y avoir la posture bienveillante, mais en étant ferme, évidemment, mais plus une posture de respect. La professeure respecte les étudiants et inversement. Avoir comme tu dis, il n'y a pas de vérité absolue. Évidemment, ce sont des sciences qu'on apprend en fonction des disciplines. Il y a des choses qui sont prouvées, corroborées avec des faits, avec des statistiques, mais avec tout cela, il faudrait qu'il y ait une posture de respect. Des fois, malheureusement, on a des professeurs, évidemment, il y a des étudiants qui ne sont pas du tout respectueux, mais aussi des professeurs qui estiment que les étudiants n'ont pas leur mot à dire et qui sont là pour apprendre, pour réciter tout ce qu'on nous donne, alors que l'université est un endroit où on est censé se libérer
des chaînes mentales. C'est l'endroit où on est censé ne plus être formaté, parce que pendant les premières années d'études, en primaire, en secondaire, c'est exactement ça qu'on fait en fait. On apprend à faire des calculs, on ne se pose pas plus de questions. Et quand on pose des questions, jusqu'à un certain niveau, on peut, mais au-delà, on nous dit non, vous apprendrez ça plus tard. D'accord, mais pour nuancer alors ce que je voulais dire, je parlais pas d'une autorité définitive, mais d'une autorité temporaire, mais qui, me semble-t-il, est nécessaire. Par exemple, si je dis j'ai passé 200 heures à lire cet ouvrage, et je vais vous en parler, et dans cet ouvrage il y a ça, ça et ça et ça va vous économiser à vous-même ces 200 heures de lecture. Là, j'ai l'autorité, je pense, pour le dire, mais une fois que j'ai fini, je n'ai plus d'autorité sur un autre sujet que je connais moins. Je peux d'ailleurs transmettre cette autorité à quelqu'un d'autre. C'est ça que je voulais dire. Même si le mot est fort, je pense qu'il faut de l'autorité. Pour moi, ce serait plus le synonyme du terme expertise. Parce que tu es expert dans un domaine, tu te permets de donner des notes, de faire le cours, et donc on te respecte pour ça, et derrière, on va t'écouter. Parce que tu as plus de connaissances que nous dans la matière. D'accord, mais donc puisqu'il y a un début de polémique, continuons. Il adore les polémiques. Non, mais je suis entièrement d'accord par rapport. L'expertise, tu as raison, mais l'expert, il a besoin d'autre chose. Donc, par exemple, d'être commandité, d'être respecté. C'est-à-dire, il est expert, d'accord, mais ça va pas suffire. Il faut que son expertise ait du poids. Et ça ne va que dans un contrat pour l'expert. Tandis que dans l'autorité, tu as le paquet. C'est ça que je veux dire. Après, je serais d'accord avec toi, hein, mais c'est pour réfléchir comme ça à haute voix avec toi. Est-ce que tu penses que les étudiants et la professeure peuvent être sur le même niveau, doivent être sur le même niveau pour interagir ensemble? Et voilà, ça, j'ai envie de dire oui et non, parce que c'est oui et non. D'abord, on n'est pas au même niveau. Moi, j'ai passé beaucoup plus de temps à réfléchir, à étudier ceux qui n'ont pas encore étudié. Bien sûr. Donc là, voilà, il y a une différence. Est-ce que ça me donne un privilège? Ça ne me donne aucun privilège en termes de manipulation, de mépris. Et effectivement, tu peux rien justifier d'une conduite qui ne serait pas bienveillante. On est bien d'accord, et on sait qu'il y a des abus et des travers. C'est la vérité dans tout rapport. Hein. Par contre, j'ai un avantage, c'est d'avoir passé le temps à étudier, tout simplement. Ça asymétrise la relation. Relation que je vais tenter de symétriser dans des ouvertures, dans des moments d'espace de discussion où il est nécessaire que j'écoute. Et il m'arrive très fréquemment, mais parce que je suis en sciences humaines, hein, d'apprendre des choses. Et là, je leur dis, à tout niveau, peut-être à partir de la 2e année, plutôt 3e année, lorsqu'ils travailleront sur des sujets, ils sont intelligents, ils réfléchissent. Là, je leur dis, ah oui, ça c'est bien. Ça, là, j'apprends quelque chose. Voilà, ça inverse le rapport. Ça, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est la seule possibilité pour qu'il y ait interaction. Et je pense que c'est surtout voulu par beaucoup d'étudiants. Quand il y a des échanges, quand il y a des interactions, et comme tu disais aussi, Oumaima, les fois où tu parlais, tu discutais et que tu pouvais plus entrer en relation avec le professeur, ou la professeure, et ben ça te permettait de mieux mémoriser et de mieux comprendre le cours. Donc, pour moi, c'est une voie qu'il faut totalement garder et aller vers ça. Voilà, la limite, tu vois, parfois je fais des cours de statistiques, donc pour les sociologues. Là, depuis des dizaines et des dizaines d'années, je n'ai jamais été surpris par une remarque d'un étudiant qui dit « Tiens, on pourrait faire la chose plutôt comme ça. » Ben, c'est normal, parce que là, le niveau de technicité est tel qu'ils se bouffent la matière. En fait, ils essaient d'appliquer, ils sont très loin de pouvoir comprendre, parce qu'il faudrait faire non pas un cours de 15 heures, 20 heures, mais un cours de 1000 heures. Et voilà le problème. Hein. Donc ça dépend des domaines. Par rapport à cette complexité dont tu parles, et peut-être Oumaima, tu pourras aussi nous éclaircir là-dessus, comment est-ce que tu fais pour captiver l'attention des étudiants? Première chose, j'essaie toujours d'expliquer, quel que soit le domaine, que ce dont on est en train de parler n'a pas toujours existé. On ne révèle pas quelque chose. C'est quelque chose que les hommes construisent au fil du temps, parfois des notions extrêmement récentes, quelques dizaines d'années à peine. D'autres qui ont 100 ans, d'autres 200, mais bon, dans sciences humaines, ça ne va pas plus loin. Les hommes réfléchissent depuis des milliers d'années, il y a les embryons des concepts, des idées, on va les retrouver, on va pouvoir les tracer, mais les notions modernes, elles n'ont pas plus de 200 ans, et en technique, souvent 50 ans, 20 ans. Si on fait de l'intelligence artificielle, c'est évidemment récent. Donc, première chose, c'est ça, de montrer que ça n'a pas toujours existé, que c'est construit. Si c'est construit, si d'autres hommes l'ont construit, ben, on peut le comprendre.
Enfin, c'est un argument qui est imparable. Ça marche tout le temps, ça. C'est intéressant de savoir que les choses ont existé depuis une certaine époque, et ensuite donc de comprendre que c'est abordable. Donc ça, c'est la première technique. Deuxième technique, quand il y a de la complexité, je prends le temps de le faire à la main, comme je disais tout à l'heure. Je ne présente rien, de me prémâcher. Ça pourrait gagner du temps, mais non, je pense que ça participe de la possibilité de le faire et de le refaire. Et je pense que refaire même quelque chose qui est classique, qui a été inventé par un autre, c'est le réinventer. C'est la parole. On a vraiment cette impression d'inventer sa parole. On n'invente rien. Il n'y a rien de plus construit, il n'y a rien de plus acquis que la parole. Pourtant, on a l'impression d'être l'artiste, le poète de sa locution. La moindre déclaration d'amour, on a l'impression, alors que c'est rien de plus banal. Donc le fait de pouvoir se réapproprier, de le refaire à la main, de montrer, je pense que c'est aussi un bon argument. Après, faire des métaphores, pour ce qui permet de gagner du temps, parce qu'on, comme on l'a dit tout à l'heure, là, pour des cours techniques, c'est impossible de résumer au fond 100 heures de travail qu'ils ne feront jamais. Donc il faut faire une image, donner une image. C'est un raccourci. Je leur dis, là vous comprenez, mais vous comprenez le sens, vous comprenez comment il faut l'utiliser peut-être. Mais vous ne comprenez pas assez pour le modifier. Vous ne comprenez pas en profondeur. Vous ne pouvez pas le recoder, par exemple. L'améliorer. Par contre, l'utiliser. C'est souvent ce que l'on demande. D'utiliser des techniques qui sont implémentées dans des logiciels, comprendre les limites des cadres, et puis de répéter. Je leur dis, proposez-moi des questions, et je répète. S'il faut répéter, ça m'arrive. Il faut répéter, là, récemment, un cours un peu technique, comme il y a l'examen qui approche, que je leur dis ce qu'il y a à l'examen. Tout le temps. Ah oui, parce que je veux qu'ils sachent faire, je veux pas qu'ils soient surpris. C'est technique. Les sociologues, il faut qu'ils sachent utiliser. Donc je leur dis, vous aurez ça, ça, ça et ça. Alors là, tout d'un coup, les questions fusent. Ils se rendent compte qu'ils ne savent pas lire un tableau, qu'ils le lisent à l'envers. Et ils me posent les questions 10 fois de suite, mais je réponds 10 fois de suite. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « La répétition fixe la notion ». Et donc plus on répète les choses, mieux c'est à mon avis. Surtout si on a des étudiants qui sont curieux de savoir, qui tout d'un coup commencent à poser des questions, ça veut dire qu'ils s'intéressent à ça. Oui, c'est ça. Bien sûr, on aimerait qu'ils s'intéressent en permanence, c'est ça. Oui. J'arrive même plus à trouver le mot. Ils s'intéressent plutôt quand ils sentent qu'il va y avoir une note. On n'est pas encore dans ce monde auquel j'aspire, où on s'intéresse, on débat, on écoute, on est plus libre. Ouais. Ça viendra peut-être, je pense moi que ça viendra. Ça va venir, oui, je le pense oui, aussi. Oui. Il faut déconnecter ce qui est utile peut-être de ce qui l'est moins. Évidemment, même l'inutile est utile, mais c'est pas le même degré d'utilité, la même temporalité de l'utilité. Il y a des utilités concrètes, encore une fois, le pâtissier doit savoir faire le gâteau, sinon, de toute façon, ça sera pas possible. Tout ce qui est de la culture, c'est d'un autre ordre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais entendue à une conférence, c'est en anglais, c'est « Repetition is the mother of all skills ». Littéralement, la répétition, c'est la mère de toutes les compétences. Et je trouve qu'effectivement, c'est très pertinent, parce que à peu près tout, on peut arriver à le faire si on s'entraîne suffisamment longtemps, et même l'éloquence. Mais oui, ça c'est très important. Oui, il faut toujours, il y a des possibilités, il y a très peu d'empêchements, oui. Oumaima, est-ce qu'il y a des techniques que tu aurais voulu que tes professeurs utilisent, que les enseignants utilisent, ou que tu aurais aimé utiliser tout simplement? Avec mon regard d'étudiante, moi je pense que j'assimile plus rapidement et plus facilement quand il y a cette relation de confiance avec mon professeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je voulais aussi souligner le fait d'avoir des interactions pendant le cours, le fait de ne pas avoir un temps monotone aussi, c'est très important. Donner des exemples concrets, comme l'a dit Frédéric, poser des questions aux étudiants, retourner la situation. Et puis, c'est important aussi de rebondir sur ce que les étudiants qui participent disent. Je me rappelle, il y a un prof, j'ai eu un cours d'ailleurs de Scrum avec lui. Et la fois d'après, donc j'ai assisté à une séance, à un cours avec lui. La fois d'après, j'étais absente. Et il y a les étudiants qui viennent me dire « Ah, mais on s'est rappelé de ta participation, de ta remarque de l'autre fois. » Et ça m'a beaucoup marqué. Je me disais en fait ce que moi j'ai dit, la séance d'après, ils se sont rappelés de ça, ils ont rebondi sur ce que moi j'ai dit en classe. C'est très important ça. Ça reste dans la tête. Je me rappelle aussi, l'année dernière, j'ai un prof, on parlait d'intelligence artificielle, et moi j'ai donné mon avis en disant que personnellement, ça me fait pas peur autant que ça. On a parlé un peu de ça pendant le cours, et la fois d'après, il m'a ramené un magazine
dans lequel il y avait un article qui parlait de ce sujet-là. Ça m'a tellement touchée. C'est important d'avoir cette relation-là. C'est vrai que Frédéric, tout à l'heure, il disait qu'il y a une certaine autorité, mais moi, je pense que ça peut être horizontal tout en ayant des rôles différents, tout en se respectant. Donc, c'est ça les techniques qui me semblent les plus importantes. Que signifie donc l'éloquence pour toi dans ton domaine d'expertise? Toi qui es Scrum Master et qui travaille dans une entreprise à Toulouse. C'est vraiment important pour moi de parler de ça. Donc, dans mon métier, le Scrum Mastering, l'éloquence, elle veut dire beaucoup de choses. Mais avant tout, pour nos auditeurs et auditrices, quel est ce rôle-là, quel est ce poste-là? Donc, le Scrum Master, c'est un facilitateur, c'est quelqu'un qui aide une équipe. C'est comme un coach qui fait en sorte que les membres de l'équipe peuvent avancer et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, quand on est Scrum Master, forcément, on est amené à convaincre, à faire passer un message, à réussir, essayer de réussir, à mettre les membres de l'équipe à l'aise pendant les sessions de rétrospective, par exemple. Des réunions dans lesquelles on essaie de s'améliorer. Avoir une posture de formatrice, c'est important pour pouvoir bien expliquer le cadre de travail qu'on utilise pour notre gestion de projet. Avec aussi le top management, on essaie des fois de convaincre, de défendre les intérêts de l'équipe tout en veillant à atteindre les objectifs business préalablement identifiés. Mais moi, je veux surtout souligner le fait que quand je fais mes présentations avec l'équipe, les formations de temps en temps et les réunions, j'improvise tout le temps. Je prépare une présentation, c'est-à-dire que je fais mes recherches par rapport au sujet qu'on va aborder. Je prépare bien le sujet. Mais j'aime beaucoup improviser, j'aime beaucoup poser des questions, j'aime beaucoup faire participer les membres de mon équipe dans cette présentation. Je suis une amatrice d'improvisation. Je n'ai jamais été une personne qui récite les choses. Oh même, tu viens de dire quand tu prépares tes présentations, tu improvises. Oui. Donc tu les prépares et tu les improvises en même temps. C'est ça. J'adore. Si vous pensiez que l'improvisation et la préparation étaient incompatibles, sachez que ce n'est pas le cas, parce qu'on peut préparer et improviser en même temps pour le même projet. Est-ce que je peux dire quelque chose Tu à peux ce tout à sujet? fait rajouter quelque chose. Oui, parce que ça semble contradictoire. Oumaima dit, en fait, je prépare et j'improvise. Donc tu as réagi, mais comment est-ce possible? Et si, c'est exactement ça. La préparation, c'est le balisage du terrain du futur, mais c'est uniquement le balisage. Ensuite, on va le parcourir, ce terrain, mais on va aller dans un terrain qui n'est pas vierge, justement, qui a été uniquement repéré. Ça permet la découverte et l'échange. La preuve, alors là je vais donner un exemple en temps réel. Tout à l'heure je vous ai dit, je ne sais pas surmonter la difficulté due à l'espace virtuel d'échange. Et puis tout d'un coup là, en discutant avec vous, je me rends compte que cet espace virtuel, il jouit de très mauvaises propriétés. Et notamment on ne peut pas l'inverser. On ne peut pas jouer alors que l'espace physique est rigide, mais justement dans cet espace rigide, balisé, on peut jouer. On peut inverser les rôles. Comment inverser? Alors peut-être tout à l'heure Maïma t'a dit il y a peut-être des outils, alors peut-être des avatars qui permettent de se faire croire qu'on est un étudiant alors que de se dédoubler puis de poser une question critique. Mais oui, mais il faudrait peut-être inventer des choses comme ça qui émeuvent. Il faut que dans l'espace on puisse émouvoir et souvent il ne s'agit pas que de parler pour émouvoir, avoir des trémolos dans la voix ou aborder un sujet sensible. Il y a aussi des jeux de situation qui émeuvent. C'est indispensable de préparer pour improviser même. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. En effet, il faut être bien préparé pour connaître son sujet et pour pouvoir présenter à des personnes, surtout qui ne sont pas dans le domaine, des personnes lambda. Mais le problème avec tout ça, c'est les personnes qui sont trop préparées, qui ont appris par cœur, et au moment où elles arrivent sur scène, à la moindre perturbation, elles perdent le fil, elles sont démunies. Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. J'ai fait un master en management de projet, donc on faisait beaucoup de présentations, mais je n'ai jamais apprécié les présentations là où on sent que la personne est là pour réciter. Et des gens, ils n'hésitent pas du tout. Ils ne font pas de fautes, tu ne sens même pas le trac, mais ça perd le côté naturel des choses, le côté spontané. Quand tu sens que la personne, elle est là pour réciter un texte préalablement préparé, en fait, on sent qu'on ne peut pas poser des questions, on ne peut pas vraiment se mettre à la place de la personne, on ne peut pas non plus se reconnaître en cette personne. Se reconnaître dans ce que la personne est en train de dire. C'est pour ça que c'est important aussi de simplifier, de vulgariser, donner des exemples. C'est très important, je trouve, quand on improvise et quand on garde ce côté spontané des choses.
Presque. Parce que je me souviens il y a très longtemps, d'un vieux professeur de mathématiques. À l'époque, j'étais professeur de mathématiques, mais en collège. Et il me disait, tu expliques trop. Il faut garder une petite part de mystère aussi, pour éveiller, pour susciter la curiosité. Il ne faut pas tout expliquer. De toute façon, on ne peut pas tout expliquer, mais moi j'avais retenu aussi la leçon, c'est-à-dire que ça fait aussi partie des techniques, mais il ne faut pas en abuser, parce que là, il ne faut pas faire un coup d'autorité trop massif, mais il faut savoir aussi montrer la chose difficile vers laquelle on va, et le montrer tout de suite. Là, bientôt, dans 3 semaines, vous comprendrez ça, je vous le montre. On le redira dans 3 semaines, et dans 3 semaines, vous allez le comprendre. Mais là, c'est ça pour l'instant. Vous allez le comprendre ou pas, mais bien sûr. Donc, attention, il ne faut pas toujours se mettre à la portée. Il ne faut pas mettre la cuillère dans la bouche, il faut aussi autonomiser. Clairement. Pour moi, c'est exactement le but et l'objectif de l'université. Apprendre à réfléchir par soi-même et enlever tous ces mécanismes qui nous permettent de ne plus réfléchir par nous-mêmes. On arrive bientôt à la fin de notre podcast. J'ai une dernière petite question et j'aimerais bien que vous arriviez à y répondre en 2 ou 3 lignes, si possible. Est-ce que vous pensez que l'éloquence est universelle ? Non, finalement, là notre discussion le montre, nous sommes éloquents en interaction. Et les contextes varient, tout simplement. Nous sommes différents. Nous sommes ensemble différents. Alors, bien sûr, on peut évoluer nous-mêmes, mais la communauté change, tout simplement. Les êtres sont différents, ne sont pas les mêmes. Même s'il y a des ficelles, peut-être, de l'éloquence, il faut s'adapter et respecter les différences. Il faut même savoir être étonné, savoir inventer une nouvelle altérité. Donc, oui et non, il y a une universalité, mais il y a peut-être aussi, surtout, des différences. Oui. Mais de toute façon, on le sait, il y a des cultures où l'accès à la parole n'est pas du même ordre que dans notre civilisation occidentale. Parce que c'est une autre culture qui peut être genrée en termes d'accès à la parole, bien sûr, au rôle, au positionnement, bien sûr. Merci à vous pour vos témoignages. J'aimerais effectivement que l'éloquence soit universelle, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. On a des vécus différents, on a des histoires différentes à raconter, donc c'est tout à fait normal qu'elle ne le soit pas. Et je pense qu'il y a une beauté et une richesse dans tout ça, parce que sinon tout le monde raconterait les choses de la même façon, avec le même humour, avec la même façon de parler. Et aujourd'hui, on ne serait pas là tous les 3 dans cette belle salle chez Dupont, avec une Tunisienne en France, une Mauricienne en France, et un Français en France. C'est incroyable d'avoir toutes ces différentes façons de faire, et c'est aussi ça, pour moi, l'éloquence, la beauté derrière tout ça. Donc, chers artistes, j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui était sur l'éloquence dans le domaine universitaire. Merci à toi, Frédéric. Merci. Merci, Oumaima. Merci, Aïcha. Merci à vous, chers artistes, d'avoir plongé avec nous dans cette discussion animée avec notre invité spécial, qui était le professeur Frédéric Rodriguez. Nous avons adoré explorer des idées nouvelles et passionnantes ensemble. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré à réfléchir différemment et à découvrir de nouvelles perspectives. N'oubliez donc pas de vous abonner sur Insta ou sur les plateformes d'écoute pour rester en contact avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, évidemment, partagez-le avec vos amis et avec votre famille et laissez-nous en commentaire une petite réaction, une image, une photo pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous sommes impatients et impatientes de continuer à explorer de nouveaux horizons avec vous dans les prochains épisodes. En attendant, merci encore d'avoir écouté et à la prochaine. Ciao ciao!